Et maintenant, on ouvre les journaux avec Olivier Delagarde. C'est l'heure de la revue de presse sur Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri, je ne sais pas si c'est un cadeau de passer après Gaspard Proust. Écoutez, vous le voyez comme vous voulez, c'est un honneur. C'est un honneur, voilà. On commence Olivier avec une hypothèse politique, hypothèse américaine, que bien peu pour l'heure semblent envisager. Ouais. L'hypothèse de la réélection de Donald Trump l'an prochain. Cette simple idée donne la nausée à certains qui veulent s'auto-persuader que ses ennuis judiciaires l'empêcheront de retourner à la Maison-Blanche, mais rien n'est moins sûr. Et c'est d'ailleurs le Wall Street Journal qui l'explique dans un long papier fort opportunément traduit et publié par l'Opinion ce matin. Dans le secret des chancelleries, le monde se prépare à un deuxième mandat de Donald Trump, affirme le quotidien américain qui liste les bouleversements que cette éventualité impliquerait. La plus grande crainte est celle d'une guerre commerciale mondiale. Trump a en effet menacé d'imposer de nouveaux droits de douane sur tous les biens importés, qu'ils arrivent de pays amis ou ennemis, ce qui, le cas échéant, écrit le Wall Street Journal, pourrait semer la zizanie dans les relations transatlantiques. À Pékin ou à Moscou, en revanche, les avis sont plus positifs. Trump y est vu comme un dirigeant pragmatique, capable de conclure des accords pour apaiser les tensions à Taïwan ou en Ukraine. Comme en écho à ce papier, vous lirez dans le Figaro que l'opinion publique américaine est peut-être en train de basculer dans sa perception du conflit en Ukraine. Premier doute sur l'aide à l'Ukraine, c'est même le plus gros titre du quotidien ce matin, et d'expliquer que l'absence de percées militaires durant l'été nourrit les interrogations du Pentagone et d'une partie des Américains. En fait, pour la première fois depuis le début de la guerre, l'opinion outre-Atlantique tangue. Un sondage CNN au début du mois frappe les esprits. 55% des personnes interrogées se déclarent désormais hostiles à une rallonge financière pour l'Ukraine. Ils sont même 72% dans le camp républicain. Et de rappeler que pour l'heure, les États-Unis ont contribué à la guerre contre la Russie pour le montant vertigineux de 113 milliards de dollars, soit 900 dollars par foyer. Ouais, tout de même. Pendant ce temps-là, en France, la guerre de l'abaya fait rage. Oui, on ne sait pas si l'interdiction de cette robe couvrante très prisée par les jeunes musulmanes va remettre de l'ordre au collège. En tout cas, une chose est sûre, elle met déjà un beau bazar à gauche. Des divergences aux airs de déjà-vu se désole Libération. Pas de répit pour la gauche, écrit Sacha Nelken. Après la longue polémique Médine et les débats parfois virulents sur les européennes, voilà que le gouvernement offre à la NUPES un nouveau sujet de division. Comme à l'époque des débats de 2004 sur le voile islamique ou le niqab en 2010, la gauche n'a pas manqué d'afficher ses divergences, soupire-t-il, et de confirmer que si socialistes et communistes ont globalement approuvé l'annonce de Gabriel Attal, les insoumis ont dégainé très vite pour dénoncer, comme Clémentine Autain, la police du vêtement. L'écologiste Sandrine Rousseau y voyant pour sa part un nouveau contrôle social sur le corps des femmes. Alors pour élever le débat, on conseillera plutôt l'interview de Florence Bergeau-Blaclair dans les pages débat du Figaro. Ouais, passionnante, ouais. Cette anthropologue spécialiste de l'islam est effectivement très intéressante. Pour elle, pas de doute, l'abaya est bien une pratique religieuse. On est dans une constante surenchère, explique-t-elle. Au début, on demande aux filles de porter le foulard pour plaire à Dieu. Elles y consentent et l'accommodent avec un jean et des baskets. Puis on leur fait comprendre que la signification profonde du hijab, c'est de voiler leur corps. Chaque fois, les prédicateurs poussent les jeunes femmes à se rendre de plus en plus soumises en leur disant qu'elles seront mariées plus facilement. Certaines finissent par céder et Florence Bergeau-Blaclair d'estimer qu'il fallait prendre cette décision d'interdiction de l'abaya avant la rentrée, au risque d'une levée de bouclier qui n'a d'ailleurs pas tardé. La frérosphère, conclut-elle, s'est immédiatement manifestée. Allez, on termine Olivier avec deux enquêtes qui ont retenu votre attention. Et qui semblent démontrer qu'en France, mieux vaut élever le touriste hollandais en batterie que de cultiver la tomate bio. Et les Échos consacrent effectivement deux pleines pages au grand bond en arrière du bio. On nous expliquait pourtant que c'était l'avenir de l'agriculture. Eh bien, les ventes sont retombées au niveau de 2018. Pourquoi, me direz-vous? À cause de l'inflation. Le bio figure parmi les premières victimes de la déconsommation engagée par les foyers, écrit Dominique Chapuis. Alors en revanche, le tourisme français, lui, se porte à merveille, ce que nous confirmait il y a quelques minutes Olivia Grégoire. Entre canicule au sud et plus au nord, on s'attendait pourtant à un été morose. Il est exceptionnel, annonce le Figaro. Les Français sont restés, les étrangers sont revenus. Toutes les destinations en profitent. Bref, la France est un grand pays de vacances. Voilà, j'aurais pu terminer comme ça, mais je ne saurais vous laisser, Dimitri, sans évoquer cette énigme. Énigme que Libération intitule « Le mystère du portrait de François Hollande caché dans les toilettes ». Tiens.
Depuis plusieurs mois, un étrange mystère plane sur le siège du Parti socialiste, explique le journal. À chaque conférence de presse, la photo de François Hollande est décrochée du mur des portraits des anciens premiers secrétaires pour être cachée dans les WC. Il y a un taquin. Mais qui peut être responsable d'une telle plaisanterie, se demande-t-on, et d'expliquer qu'au PS, certains soupçonnaient les journalistes de Libération. Mais non, c'est pas nous, promis, juré, craché, écrit Libé. Le mystère reste donc entier. Et voilà, grandeur et malheur de la magistrature suprême. Dimitri, nous commencions avec un ancien président américain qui pourrait bien se réasseoir sur son trône. Nous terminons avec un ancien président français qui se retrouve chef de cabinet. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Bah tiens, on va rester avec des présidents, avec un président